Bonjour mes chers étudiants, dans ce deuxième cours, toujours dans le cadre de nos cours, de notre module qui s'intitule L'introduction à l'étude de droit, et bien sûr ce cours est adressé aux étudiants inscrits en S3, sciences économiques et gestion. Alors, toujours avec les caractères de la règle de droit, nous allons voir le quatrième caractère qui distingue la règle de droit, c'est que la règle de droit a une finalité sociale. Bien sûr, le droit a pour ambition et a vocation et a pour objectif de régler les relations extérieures des hommes entre eux pour y faire régner une certaine paix, bien sûr, sociale. La règle de droit ne s'attache bien sûr qu'au comportement des personnes entre eux. Le droit se désintéresse bien sûr des sentiments intérieurs de l'homme tant qu'il ne se concrétise pas dans les faits et n'oriente pas les faits. L'unique pensée de détester, par exemple, l'unique pensée de détester quelqu'un n'est pas condamnable. On ne peut pas condamner une personne parce qu'il déteste une autre personne. Le droit aussi entretient les rapports étroits et ambigus plutôt, tout à la fois avec la règle religieuse, la règle morale, l'équité, car le droit n'a pas seulement pour finalité de faire régner l'ordre, il a aussi pour ambition de faire régner un idéal de justice. La règle de droit est la règle morale. Il faut faire toujours la distinction entre la règle de droit et la règle morale parce que c'est très important. Selon certains auteurs, le droit serait totalement absorbé par la morale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toutes les règles juridiques seraient aussi des règles morales, mais non l'inverse. L'inverse, non. On ne peut pas dire que toutes les règles morales sont des règles juridiques. Non. Mais toutes les règles juridiques sont, au premier lieu, si vous voulez, sont des règles morales parce qu'ils ont une vocation, ils ont pour vocation de régler les relations et de réglementer les situations des personnes envers les autres personnes, envers les institutions et de protéger les droits des personnes. C'est pourquoi il y a bien sûr cette relation avec la morale, entre la règle juridique et la morale. Alors les règles juridiques et les règles morales poursuivent toutes deux un même, si vous voulez dire, but. Elles prétendent imposer aux individus un ensemble de principes, bien sûr, et de comportements destinés à régir leur vie en société. Alors, en ce qui concerne le but, on peut dire que la règle morale et la règle juridique, ils ont le même but parce que ils imposent un certain nombre de principes et de comportements pour les individus afin de, bien sûr, régir leur vie dans la société. Certaines règles juridiques sont également des règles morales, c'est-à-dire qu'elles sont empruntées à la morale. Par exemple, le devoir de ne pas nuire à autrui. Connaître ainsi plusieurs traductions juridiques comme l'interdiction de tuer ou bien de donner des coups ou de voler ou de violer. Tous ces comportements constituent des infractions pénales. Malgré les rapports du droit et de la morale, il faut mentionner ici qu'ils ne sont pas synonymes. La morale et le droit. Alors les divergences entre le droit et la morale
On peut citer pas mal de divergences sur ce point-là. Alors le droit et la morale se distinguent à plusieurs égards. Quant à leur finalité, la morale a une finalité individuelle, le perfectionnement individuel de l'être humain. Bien sûr, au contraire, le droit a une finalité sociale, l'agencement d'un certain ordre social, d'une certaine discipline ou harmonie collective. Sa finalité est plus modeste. La règle de droit ne tend pas à la perfection, mais à éviter l'anarchie dans les rapports humains bien sûr. Quant à leur contenu, le contenu de la morale serait constitué uniquement de devoirs, puisqu'il vise à l'élévation de l'individu, l'éducation et l'éducation de l'individu, alors que celui du droit est constitué de devoirs, mais aussi de droits. Quant à leurs sanctions, ici il y a, là on peut toucher vraiment la distinction entre et la différence entre la règle de droit et la morale. Plutôt le moral. En cas de violation d'une règle morale, l'individu éprouvera éventuellement des remords, des regrets, c'est-à-dire les reproches de sa propre conscience. Ou, si on veut aller plus loin, la réprobation de ses semblables. Il s'agit donc des sanctions purement internes et psychologiques. Les sanctions juridiques traditionnelles, dominées par les moyens de contrainte de l'autorité publique. Et c'est cela qui fait la distinction entre la règle de droit et la règle morale. Alors, on va passer maintenant, on va poser ensemble la question suivante. Quelles sont les catégories de la règle de droit? Et c'est très important pour mieux connaître les types des lois et les types de la règle de droit. C'est très important dans ce cours-là. Alors, dans l'ensemble des règles qui forment le droit objectif, on peut distinguer plusieurs catégories de règles de droit selon des critères différents. Alors, il y a des règles impératives et les règles supplitives ou interprétatives de volonté, bien sûr. Et il y a les règles de droit public, il y a des règles de droit privé. Alors, les règles impératives et les règles supplitives. Alors, pour vous faciliter la tâche, les règles impératives, ce sont al-qawa'id al-qanuniya al-amira. Alors, les règles impératives sont des règles qui ne peuvent pas être écartées par une manifestation de volonté. Ils s'imposent de façon absolue et on ne peut pas, bien sûr, y déroger et on ne peut pas les écarter tout simplement. Alors, exemple, l'article 77 des DOC ou bien du Dahir des obligations et du contrat marocain. Ou bien, le DOC, c'est le Dahir formant code des obligations et du contrat promulgué, bien sûr, le 12 août 1913. En effet, cet article prescrit et stipule ce qui suit. Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige bien sûr son auteur à réparer le dit dommage. Alors lorsqu'il est établi que ce fait est la cause directe, bien sûr. Et toute stipulation contraire est sans effet. C'est le plus important. Le caractère obligatoire des règles impératives ne pose pas de difficulté. Tout le monde doit les respecter. Et aussi, on trouve parfois que le législateur démontre que c'est une règle
impérative et qu'on ne peut pas stipuler quelque chose, on ne peut pas dire qu'il y a une sorte de consentement, entre les parties pour citer quelque chose qui est contraire ou qui contredit les dispositions de cette règle. Alors, si vous avez dans le texte des termes suivants, par exemple, pour comment savoir et comment connaître qu'il s'agit d'une règle impérative ou supplétive. Alors, si vous avez dans le texte des termes suivants, vous pouvez repérer une règle impérative. Alors, le présent texte est d'ordre public. Si vous avez ces termes, cette citation, ces dispositions dans le contenu de la règle de droit, alors bien dans le texte juridique, vous pouvez constater qu'il s'agit d'une règle impérative. Par exemple, le présent texte est d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Alors, ou bien lorsqu'on trouve que le texte ou bien les dispositions de l'article commencent par le verbe devoir, ou bien il y a l'utilisation de ce verbe devoir. Alors, en résulte que ce caractère impératif explique que ces règles s'imposent non seulement aux particuliers, mais encore aux tribunaux qui n'ont aucune chance de les écarter et de s'y échapper parce que le juge aussi, il doit appliquer les règles impératives. Alors nous avons, à côté des règles impératives, nous avons les règles supplétives, ou bien on les appelle les règles interprétatives. Al-Qawa'id al-Qanuniya al-Mukammila. Alors les règles supplétives sont des règles qui s'appliquent à défaut de manifestation de volonté contraire. On peut donc y déroger, bien sûr, on peut les écarter, on peut les mettre d'autres dispositions qui peuvent contredire les dispositions de la règle supplétive. Par exemple, l'article 510 du Dahir des obligations et du contrat qui stipule, qui énonce, qui prescrit que les frais de courtage sont à la charge du vendeur lorsque le courtier a conclu lui-même la vente, sauf les usages locaux et les stipulations des parties. Lorsqu'il y a d'autres stipulations qui, bien sûr, déterminent ou bien qui indiquent que les frais de courtage sont à la charge de l'acheteur, on peut accepter ça, puisqu'ils sont d'accord puisqu'ils sont d'accord sur ce point-là, on peut éliminer l'article 510, on peut l'écarter et on ne peut pas le respecter puisqu'il y a une manifestation de volonté qui a bien précisé la personne qui va bien sûr payer les charges de courtage. Mais si les deux parties n'ont pas mentionné qui va prendre en charge les frais de courtage, alors on doit automatiquement appliquer l'article 510 parce que il n'y a pas une manifestation de volonté contraire ou bien qui détermine qui va prendre en charge ce type de frais. Alors c'est une règle supplétive car les parties peuvent la contrarier tout simplement. La règle supplétive est pour autant obligatoire dans l'hypothèse où les parties ne manifestent pas de volonté contraire. Elle accepte de se soumettre bien sûr à la loi qui devient alors obligatoire et c'est sur ce point qu'il faut faire attention. Même si nous avons une règle supplétive ou bien
interprétative, il peut devenir obligatoire lorsque les parties ne manifestent pas une volonté bien claire ou qui vise, bien sûr, qui vise à d'autres dispositions, bien sûr, que les dispositions citées par la règle supplétive. Alors la question qui se pose, comment reconnaître une règle supplétive? Alors toujours les règles supplétives, il utilise des expressions qui distinguent ce type de règles. Alors par exemple, on trouve sauf stipulation contraire, si l'on en a autrement convenu, le verbe ou bien l'utilisation du verbe pouvoir, tout ce qui relève de l'autonomie, de la volonté, relève en principe de règles supplétives. Alors, nous allons aussi, toujours dans le cadre des catégories de règles de droit, nous allons les règles de droit public et les règles de droit privé. C'est très important, vous devez faire la distinction entre les règles de droit public et les règles de droit privé, parce que ça va vous aider à bien comprendre la règle, le droit et les types de règles et les types de textes de loi. Alors, le droit privé. Le droit privé est celui qui régit les rapports entre particuliers, bien sûr, ou avec les collectivités privées, telles que les associations, les sociétés, et qui assure, bien sûr, prioritairement la sauvegarde des intérêts individuels. C'est le droit privé. Lorsqu'on parle du droit privé, c'est des relations entre les personnes, les individus, et il vise directement à sauvegarder et à protéger les intérêts individuels des personnes. Et lorsqu'on parle des personnes, comme je viens de démontrer, il y a les personnes physiques, comme moi, comme toi, comme toutes les personnes que vous connaissez, et il y a les personnes morales. Ces personnes morales, ce sont des collectivités privées, bien sûr, comme les associations, les sociétés, bien sûr, les coopératives. Alors, les associations, les sociétés, ce sont des institutions juridiques, mais d'autres sont des institutions juridiques du droit privé. Ils dotent de la personnalité, bien sûr, la personnalité juridique. Alors, nous allons voir les branches du droit privé. Alors, à l'origine, le droit privé s'identifiait totalement au droit civil, qui avait vocation à gouverner l'ensemble des relations entre personnes privées et sans aucune limitation. Le phénomène de spécialisation du droit au cours du siècle, bien sûr, a conduit à une diversification et à une spécialisation au sein même du droit privé. Alors, le droit privé est ainsi constitué d'une multitude de disciplines, dont la principale reste toutefois le droit civil. Alors, nous allons voir le droit civil. Il se définit comme l'ensemble des règles de droit privé, normalement applicables, bien sûr, et il constitue le droit commun. On l'appelle le droit commun, c'est Sharia al-Amma. Par rapport aux règles correspondant à des milieux spéciaux, bien sûr, et qui sont constitués en disciplines propres. Droit commercial, droit foncier, droit social. En effet, le droit civil organise pratiquement les rapports des individus en tant que tels, leurs rapports patrimoniaux, les contrats, les obligations, les actes. Et pour étudier le droit civil, l'instrument de base est le DOC marocain,
le dahir des obligations, le dahir formant code des obligations, contrat, bien sûr, contrat promulgué le 12/8/1913. Alors, nous avons parmi les branches du droit privé, nous avons le droit commercial. Alors, une discipline, cette discipline de droit privé, bien sûr, une discipline de droit privé, le droit commercial, c'est progressivement distingué du droit civil lorsqu'on était codifié. Alors, les règles relatives au commerce, bien sûr, il contient les règles dont l'application est réservée soit aux particuliers qui effectuent des actes de commerce, soit aux commerçants. Alors, elle régit l'activité commerciale en général, les actes de commerce, les contrats commerciaux, les effets de commerce, les sociétés constituées pour la réalisation des opérations commerciales, le fonds de commerce, et ainsi de suite. Alors, nous avons aussi parmi les branches du droit privé, le droit social. Il se divise en deux branches, le droit du travail, ensemble des règles de droit ayant pour objet de régir les relations individuelles de travail entre employeurs et salariés et les relations collectives de travail entre les employeurs, les syndicats, les représentants du personnel. Et nous avons aussi le droit de la sécurité sociale. C'est l'ensemble des règles qui organisent la protection des individus contre les risques, bien sûr, sociaux, maladies, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accident du travail, maladies professionnelles. Tout ça, s'englobe dans le droit de la sécurité sociale. Et nous avons, parmi les branches du droit privé, et surtout chez nous au Maroc, nous avons le droit pénal. Le droit pénal est classé parmi les branches du droit privé. Alors le droit pénal, bien sûr, au sens large, il correspond à la branche du droit dont l'objet est d'étudier et d'adopter une réponse aux phénomènes criminels révélés bien sûr, par des agissements de nature à créer un trouble pour la société. Il se divise lui-même en différentes matières. Nous avons le droit pénal général, il est constitué par l'ensemble des règles permettant à fixer les modes généraux d'incrimination, bien sûr, des comportements antisociaux et les sanctions qui leur sont applicables. Nous avons le droit pénal spécial, son objet est d'étudier chacun des diverses infractions prévues par le législateur, exemple, homicide volontaire, le vol, qatl al-amd et sariqa. La procédure pénale, al-mistara al-jinaiya, elle est constituée par l'ensemble des règles organisant le déroulement du procès pénal, de la phase policière au jugement. C'est elle, bien sûr, par exemple, qui réglemente le déroulement des gardes à vue et les conditions de la mise en examen. Alors, faut-il ici noter que le droit pénal, dans certaines législations comparées, est l'un du constituant du droit public et non du droit privé comme on le remarque au Maroc et comme chez nous au Maroc, bien sûr. Nous avons aussi le droit international privé. Il s'agit d'une branche du droit dont la finalité de résoudre dans le cadre d'un litige, bien sûr, comportant un élément qui lui donne une dimension internationale, nationalité étrangère de l'une des parties au conflit, litige portant sur un bien situé à l'étranger. Alors, les problèmes de conflit de juridiction ou de conflit de loi qui peuvent survenir. Il comprend également l'étude du droit de la nationalité et l'étude de la condition, bien sûr, des étrangers. Alors, nous avons, à côté du droit privé, nous avons le droit public. Alors, le droit public, le qanun al-am. Le droit public est l'ensemble des règles de droit qui régissent les rapports de droit
dans lesquels interviennent l'État et ses agents. Elle régit, bien sûr, l'organisation de l'État et des collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que le rapport avec les particuliers. Ainsi, il contient des règles qui régissent les rapports entre les particuliers et l'administration. Alors, les branches du droit public se subdivisent, comme le droit privé, en plusieurs branches. Nous avons droit constitutionnel. Il correspond à la branche du droit public dont l'objet est d'organiser le mode de fonctionnement de l'État et de l'ensemble des institutions publiques à caractère politique et constitutionnel. Il organise également les relations que ces institutions peuvent entretenir entre elles. C'est le droit constitutionnel qui permet de déterminer la nature du régime politique d'un État. Par exemple, l'article 1er de la nouvelle constitution du Royaume du Maroc, promulguée par le Dahir du 29 juillet 2011, qui prescrit ce qui suit. Bien sûr, le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l'équilibre et la collaboration du pouvoir, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative. Alors, et les principes de bonne gouvernance et la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. Bien sûr, cela nous donne une idée sur, bien sûr, le régime politique qui gouverne l'État. Bien, nous avons, à côté du droit constitutionnel, nous avons le droit administratif. Le droit administratif est la branche du droit public dont l'objet principal est de régir les rapports, bien sûr, que les autorités administratives, État, régions, départements, communes, collectivités, entretient avec les particuliers. Bien sûr, elle est constituée par l'ensemble des règles qui s'appliquent à l'administration dans l'exercice de ses missions de service public. Nous avons aussi une autre branche, c'est les finances publiques. Alors, il s'agit de la branche du droit qui détermine les modes d'utilisation de l'ensemble des ressources de l'État et des collectivités locales. Nous avons aussi le droit fiscal. Il s'agit de la branche de droit public qui réglemente toutes les questions juridiques liées aux impôts, détermination de l'assiette, du montant et des modes de recouvrement, des divers impôts aux taxes de toutes sortes, bien sûr. Alors, nous avons une autre branche, c'est les libertés publiques qui définissent les divers, bien sûr, droits de l'individu dans la société et les modalités de leur protection. Exemple, les modalités de création des associations, le droit de rassemblement et de réunion publique, droit de presse. Alors, nous avons aussi une autre branche qui est le droit international public. Il s'agit de la branche du droit qui étudie les rapports entre les États et les organisations internationales. Elle inclut notamment le droit de traiter, bien sûr. Elle réglemente le statut d'un certain nombre d'organismes internationaux, universels, l'ONU, l'UNESCO, alors aux régionaux, Conseil de l'Europe, Ligue arabe. Alors, pour faire la distinction entre le droit privé et le droit public, au-delà des définitions, deux critères de distinction entre le droit privé et le droit public ont peut être proposés et qui sont indispensables dans, bien sûr, la distinction entre le droit privé et le droit public. Alors, le premier est fondé sur les intérêts concernés. Alors, le droit public ferait
prévaloir l'intérêt de l'État, tandis que le droit privé se préoccupait ou se préoccuperait bien sûr des intérêts particuliers. Bien sûr particuliers. Alors le second serait fondé sur les sujets concernés. Tandis que le droit public serait le droit applicable aux institutions et aux personnes publiques. Elle régirait les relations de ces derniers avec les personnes privées. Le droit privé ferait organiser, bien sûr, les relations entre personnes privées. Alors, le caractère dominant du droit public est qu'il ne place pas, bien sûr, sur un pied d'égalité l'administration et les particuliers. La première dispose de prérogatives supérieures au second, bien sûr, imtiyaz l'idara. Il s'agit là d'une différence fondamentale avec le droit privé.